Et l'enregistrement va être disponible ensuite sur la communauté H360. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la communauté H360, c'est notre bébé 2026 chez Humain 360, qui est un endroit où on va partager nos contenus, on va partager on va partager les webinaires, ça va être un endroit de soutien, de formation puis de partage pour les professionnels de la santé, mais aussi pour le grand public, pour venir s'inspirer de tout ce que les professionnels disent. Donc, il va y avoir un espace pro où ça va vraiment être exclusivement les professionnels et les intervenants en santé, puisque des fois, quand je dis professionnels, il y en a qui se sentent exclus alors qu'ils ne le devraient peut-être pas, mais bon, de définition ici au Québec, disons les intervenants professionnels en santé. Donc, à la suite du webinaire, on va vous envoyer un courriel dans lequel il va y avoir les informations pour se joindre à la communauté qui est gratuite. Donc, où ensuite, ben, on va pouvoir continuer la discussion sur différents sujets. À tous les semaines, on va avoir un study case, donc où on va pouvoir partager différentes visions par rapport à des problématiques de santé. Évidemment, on va avoir les webinaires, on va avoir des études qui vont être mises sur pied, on va avoir vraiment un bel espace de partage de connexions sécuritaires professionnelles. Donc, c'est ce qui nous attend. Bonjour PO! Bonjour. Monsieur Pinard, bonjour. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Good. Donc, avant de partir ça, comme tout le temps, je ne casserai pas cette tradition-là parce que c'est important pour moi. Je veux qu'on ait des gens attentifs dans la salle. Et pour être attentif, ben, il faut que notre cerveau soit présent. Pour que notre cerveau soit présent, il faut qu'il soit oxygéné. Donc, j'invite tout le monde à se lever debout. Allez, 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 allez. Pour ceux qui sont assis, ben, au moins suivez un petit peu là, ce qu'on va faire, parce qu'on va bouger l'ensemble du corps. Mais prenez le temps de vous lever. Écoute, comme ils disent, la position sédentaire est pire que la cigarette. Fait que ne restons pas sédentaires. On va commencer par prendre une belle grande inspiration, s'étirer pour ceux qui ne l'ont pas fait encore aujourd'hui. Ce que je recommande de faire en fait à tous les matins, hein. Oh tabarouette, oh yes, on s'étire. Et là, on va descendre en position de squat. Et en descendant, on va venir coller les omoplates ensemble. Donc, travailler les muscles du dos. Donc, on descend. On pousse les fesses vers l'arrière, on colle les omoplates et à l'expire, on monte. Cha! Et on pousse, on contracte les abdominaux. Hein, donc on inspire, on descend. Cha! Come on! C'est là qu'on voit que les introvertis sont comme, mais qu'est-ce qui me fait faire? On inspire et on expire, on accélère, on descend. On peut juste faire des squats au moins. Ou juste les bras. Yeah! Yeah! Ah! Bonne année 2026 tout le monde! Yeah! Brrr. Ah. Et sans plus tarder, ce midi, je vais juste couper le son. Ceux qui, on va vous demander de couper vos micros. Allumez vos caméras, c'est le fun quand on voit vos caméras. Les micros, si vous sont pas coupés, moi je vais vous les couper. Donc, sans plus tarder, pour ce premier Midi Connexion SI 360, on a la chance de recevoir Mathieu Bouchard, qui est naturopathe, qui est, euh, pour moi, ma meilleure définition de Mathieu, c'est un passionné de la santé et qui a la capacité d'apporter la science dans le concret. Donc, par son scepticisme de plein de choses. Il est vraiment, je trouve, qu'il est excellent. Donc, évidemment, bon, il y a sa compagnie, il y a son école de naturopathie, il y a sa compagnie de produits naturels, mais c'est surtout un expert dans ce qu'il fait. Vraiment, encore une fois, un passionné. Donc, on est super content de pouvoir compter sur toi, Mathieu, d'être présent ici aujourd'hui et d'être présent au congrès de la santé intégrative qui va avoir lieu les 30-31 janvier 2026. Ça s'en vient vite. Oh oui, j'ai très hâte. J'ai très, très hâte. Donc, sans plus tarder, Mathieu, on te laisse la parole. Bien, bonjour tout le monde. Donc, on m'a demandé de faire une présentation un peu sur l'insuline. Donc, ça va être un petit peu un préambule à ma présentation du Congrès de santé intégrative. Donc, je vais aborder des concepts un peu plus simples ici, sans rester simpliste, bien sûr. Il y a une différence entre simple et simpliste. On va rester dans le simple, mais on va expliquer quand même le concept de est-ce que l'insuline, c'est vraiment l'ennemi?
parce que c'est beaucoup d'informations qui est véhiculée quand on parle de résistance à l'insuline. On parle que l'insuline elle-même est un ennemi. Ben, cette définition-là, on va le dire, c'est simpliste. Je comprends pourquoi certains l'utilisent. On va dire que Ben Bikman l'utilise énormément et c'est normal. Il ne veut quand même pas amener des gens à un niveau doctoral de recherche dans ses explications. Mais ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste répéter sans vraiment avoir le niveau de compréhension de Dr. Bikman. Donc, l'insuline, comment ça marche? Je vous ai mis des belles petites descriptions pour les gens. T'es pas en partage en ce moment, Mathieu. Ah, Tu peux repartager. ben oui, moi oui. C'est marqué You are sharing screen. Oui, on Ah est ouais, en ben. partage sur l'insuline, Ok, comment ça marche. c'est juste moi qui Ouais. regarde pas bonne affaire. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Donc, l'insuline, comment ça marche? Donc, c'est le titre. On va faire un lexique très simple. Donc, l'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas qui a pour but de faciliter le storage énergétique et ralentir la dégradation des ressources. Donc, c'est plus compliqué que ça, mais je vous donne une définition simple. On va en parler plus loin. Et le glucagon est souvent son contraire. Donc, c'est une hormone qui est produite aussi par le pancréas pour produire de l'énergie à partir de réserves énergétiques. Ça a d'autres fonctions, mais pour les biens de la cause, la définition simple, c'est ça aujourd'hui. Parce que c'est important de comprendre que quand on parle d'insuline, on parle d'une hormone qui est très dynamique. Donc, une hormone qui répond. C'est un peu comme dire que le cortisol est mauvais. Hein? L'insuline et le cortisol ont très mauvaise presse, mais il faut prendre le concept. Et c'est un peu ce concept-là qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc, ce qu'on entend, donc tous ceux qui sont allés à l'école, qui n'ont pas de formation spécifique en médecine intégrative, si on vous demande c'est quoi le rôle de l'insuline, ben ça va, ce petit dessin-là qui est dans vos livres de biologie, qui était sûrement très pénible à lire. Donc, que l'insuline était la clé pour réussir à faire rentrer le glucose dans les cellules. Donc, pas mal tout le monde est d'accord avec cette définition-là. Donc, pas mal tout le monde pense que c'est ça la définition. Le problème, c'est que le rôle de l'insuline, faire entrer le glucose dans les cellules, c'est un rôle mineur C'est de leur l'insuline. chose qui, on voit dans C'est un des rôles mineurs de l'insuline. Parce qu'en fait, il y a seulement un transporteur de glucose qui est dépendant de l'insuline, c'est le GLUT4. Tous les autres transporteurs ne sont pas dépendants de l'insuline pour être capables de transporter le glucose à l'interne. Donc, GLUT1, GLUT2, GLUT3 n'ont pas besoin d'insuline pour faire leur travail. Et c'est là que ça change un peu la compréhension de à quel point l'insuline, son rôle, c'est de gérer le glucose. Donc, si on sort d'un graphique relativement simple, désolé, il est en anglais pour tout le monde, mais je pense que tout le monde peut lire les mots, c'est pas mal les mêmes mots en français. Ça, c'est des actions de l'insuline. Donc, l'insuline, si on augmente l'insuline, on a des ralentissements de la néoglucogénèse, ralentissement de ce qu'on appelle la glycogénolyse. Donc, c'est des concepts. Néogénèse, c'est de produire du nouveau glucose par le foie. Glycogénolyse, c'est de dégrader le glycogène qu'on a storé, donc une énergie qu'on a en storage. Donc, on le voit rapidement que l'action de l'insuline est beaucoup plus pour inhiber la dégradation de nos propres ressources. Donc, c'est ça qui est intéressant de comprendre. C'est que l'insuline, un de ses rôles, c'est d'arrêter que le corps se dégrade par en dedans, finalement, pour mettre de l'énergie en circulation. Oui, l'insuline a tous les effets qu'on voit ici. Là. Synthèse de protéines, synthèse de glycogène, la glycolyse, le uptake de glucose par le muscle et le tissu adipeux qui exprime le récepteur à GLUT4 et l'augmentation des électrolytes. Donc, le sodium et potassium sont augmentés, l'effet de l'absorption, par l'insuline. C'est pour ça qu'on dit que dans les électrolytes, c'est intéressant de les mettre avec des glucides. Donc, donne un exemple, les gens vont regarder la présentation par après. Hein. Ça, c'est la distribution de ce qu'on appelle les transporteurs de glucose. Comme vous pouvez voir, beaucoup des transporteurs, ça, c'est très, très, très sommaire, là. Mais le GLUT4, c'est vraiment dans certains tissus qui est exprimé. Mais ces tissus-là vont aussi exprimer d'autres récepteurs de glucose. Donc, c'est encore là, c'est très, très faux de penser que le rôle de l'insuline, c'est de seulement gérer le glucose. Parce que c'est pas ça. Puis en fait, la plupart des gens le savent. C'est juste qu'on peut pas, c'est plus complexe comme explication. Donc, on donne ça comme rôle de l'insuline. C'est ce qui fait qu'on pense que l'insuline a mauvaise presse. Et parce que les gens, parce que PO m'a dit quand ils m'ont accepté comme conférencier, il faut que tu mettes des études maths pour que ça a l'air crédible, tes affaires. Ben, ça, c'est une étude qu'on a trouvée. Puis, comme tu n'as pas le droit de déliter les GLUT4 chez des humains, ils ont testé chez des souris.
Et si tu enlèves le récepteur à GLUT4, ben, ça ne change pas du tout l'uptake de glucose chez les animaux. Donc, on s'entend avoir le même résultat chez l'humain. C'est là un peu qu'on se rend compte que le GLUT4 ou l'insuline en soi est peut-être pas tant requise que ça à des niveaux normaux de glucose. Donc, assez intéressant de voir. Donc, je vous ai mis en caractère gras, les gens pourront le lire à la maison, là, qui disait justement qu'il n'y avait pas de changement du niveau basal de glucose si on délitait le GLUT4. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est est-ce que l'insuline bloque complètement la lipolyse? Donc, la lipolyse, c'est de enlever du gras de la cellule, ce qui est un problème dans la résistance à l'insuline. Bien, il faut savoir que l'insuline, tout seul, ne le fait pas non plus. Donc, l'insuline a des rôles partiels et totals dans l'organisme. Donc, certaines de ses actions sont très directes, d'autres ont besoin d'accompagnement. Dans le cas de la lipolyse, ben, il faut beaucoup de sucre aussi. Donc, il faut une hyperglycémie et une hyperinsulinémie pour arrêter l'effet lipolytique. Donc, encore là, je le rappelle, lipolytique, c'est de enlever du gras du tissu adipeux pour le mettre en circulation. Donc, c'est ce qu'on appelle la lipolyse. Donc, c'est une belle nuance, en fait. Là. J'aime ça rajouter des E. Donc, l'hyperinsulinémie va seulement bloquer partiellement la dégradation de ressources. Tantôt, je disais c'était go ou stop, mais je ne peux pas faire un graphique très nuancé. C'est que l'insuline va servir à ralentir la dégradation. Et cette étude-là a été faite chez les humains. Hein. Ce n'est pas des souris pour celle-là. Donc, ça va bloquer certaines fonctions de dégradation partiellement ou totalement. Donc, c'est ça le rôle qui est intéressant de l'insuline dans le contrôle du métabolisme énergétique. Le rôle pertinent de l'insuline dans le contrôle énergétique, c'est de ralentir l'apparition de tes propres ressources en circulation. C'est un des défauts. Parce que si ton corps ne comprend pas qu'il y a de la nourriture qui rentre et que lui continue à mettre du glucose et à mettre du gras en circulation, donc par les principes qu'on appelle glycogénolyse, néoglucogénèse et lipolyse, bien là, on se retrouve avec un gros problème. Est-ce que le problème, c'est l'alimentation ou c'est un problème de compréhension du signal? C'est un problème de compréhension du signal. C'est un problème que le corps doit s'adapter. Donc, il est là. C'est là un peu que c'est intéressant de voir avec l'insuline, quand on arrête de penser que l'insuline, c'est l'ennemi à abattre, l'insuline, c'est juste une réponse du corps pour essayer de compenser des mécanismes qui existent déjà dans l'organisme. On n'aura pas le temps de tout parler de ces mécanismes-là. Là. C'est un cours de 2 jours en soi. Mais donc, il faut savoir que après une nuit de sommeil, quand les gens vont dormir, la majorité du sucre en circulation va provenir de glycogénolyse et de néoglucogénèse. Donc, de vos réserves énergétiques. Parce que comme ça fait plus de 8 heures, idéalement 12 heures, vous n'avez pas mangé, quand vous vous levez le matin, la majorité du glucose que vous avez en circulation pour maintenir votre taux de sucre va provenir de vos propres ressources énergétiques. C'est totalement normal. Donc, ce qu'on appelle la glycogénolyse et la néoglucogénèse. Donc, c'est à part égal chez des personnes en santé, hein, parce qu'on s'entend que quand on rentre dans le diabète, les données peuvent être très, très différentes. Fait que c'est ça qui est important de voir avec l'insuline. Est-ce que le matin, la sensibilité à l'insuline est meilleure? Techniquement, oui. Donc, si on regarde chez l'humain en bonne santé, la sensibilité à l'insuline le matin est meilleure. Encore là, ça dépend de ce que tu as mangé la veille, ça dépend comment tu as dormi, ça dépend d'un paquet de facteurs. C'est pour ça que c'est très simpliste de penser que l'insuline, c'est la chose qu'on doit contrôler si on veut régler la résistance à l'insuline. Parce que c'est loin d'être le cas. Donc, pour synthétiser les dernières slides, l'insuline, ça sert à quoi? Donc, simplement dit, l'insuline, c'est une hormone qui régule l'état métabolique entre j'ai de l'énergie en circulation et je dois utiliser mes ressources énergétiques. Donc, c'est l'hormone qui gère le concept entre fed and fasted. C'est pour ça que c'est aussi intéressant. C'est pour ça qu'on a quand même vu beaucoup de littérature scientifique apparaître sur le jeûne pour la résistance à l'insuline. On peut en parler avec Éric Simard. S'il était là, c'est sûr que ça lui ferait plaisir de nous en parler. Mais c'est aussi pour ça que si c'était juste une question d'insuline, le jeûne guérirait tout. Ce n'est pas le cas. Parce que c'est plus compliqué et beaucoup plus dynamique que ça, la résistance à l'insuline. Même si je suis complètement d'accord que l'être humain, en général, devrait manger sur une fenêtre
pas mal moins longue que du lever au coucher. Donc, ça, on ne peut pas argumenter vraiment avec la science sur ce point-là. Ben, on se demande d'abord, qu'est-ce que la résistance à l'insuline? Donc, est-ce que, je ne sais pas si j'ai le droit de faire des appels à la population dans ma présentation, mais qu'est-ce que vous pensez que c'est la résistance à l'insuline? Qu'est-ce que c'est? Si je vous demande une définition simple. Tu as même le droit de pointer quelqu'un du doigt. Je vois juste vous cinq, fait que Ah, ah. je ne demanderai pas à Loïc qui est en train de dîner. Mais Ouais, c'est ça. donc, qu'est-ce que la résistance à l'insuline? Ah, on a une réponse quand ça vient trop bruyant. Ah, ça, c'est une de mes élèves. Je t'adore, Julie. Merci beaucoup. En fait, elle a raison que c'est dans les explications que je vais donner à mes élèves. C'est qu'à un certain point, il y a trop d'interférences sur la ligne, il y a trop de messages qui rentrent dans le système. Puis là, le système, la job de l'insuline ne se fait plus. Parce qu'il y a trop d'autres mécanismes secondaires qui vont forcer ou override l'insuline. Même si techniquement, l'insuline devrait être l'hormone qui domine, si on regarde les adaptations qu'on appelle la résistance à l'insuline et qu'on regarde ça d'un point de vue physiologique et survie, le corps fait ça pour survivre. Donc, la réponse de résistance à l'insuline, c'est une option temporaire pour survivre à ce qui arrive dans le corps humain actuellement. Donc, c'est ça qui est quand même triste, hein? Mais c'est ce qu'on apprend aussi en naturopathie, c'est que la plupart des réponses maladaptatives du corps humain sont des réponses de survie provoquées par une mauvaise X, hygiène de vie, alimentation, etc. Donc, idéalement, c'est pour ça que l'approche intégrative, c'est la meilleure approche. Donc, c'est de regarder où est-ce que le système se fait agresser, puis on peut-tu changer cette approche-là? On peut-tu modifier ça? Parce que le but de la santé intégrative, souvent, c'est de modifier là où on a besoin d'intervenir. Donc, c'est qu'est-ce qui chicote, qu'est-ce qui ne marche pas dans ce que le client fait pour la vie d'un humain normal. Donc, on s'entend que c'est assez. Il y en a souvent plusieurs réponses à cette question, mais selon ta spécialité, ben, tu regardes où toi, tu peux faire le meilleur impact. Donc, la résistance à l'insuline, pour ceux qui veulent ma définition, la résistance à l'insuline est caractérisée par l'incapacité du corps à voir qu'il a été nourri ou une inhabilité à stocker sa propre énergie. Parce qu'un des gros problèmes de la résistance à l'insuline, ça revient dans la littérature scientifique et je vais suivre là-dessus dans ma présentation à fin janvier sur les concepts qui caractérisent et même ce qu'on peut voir dans la littérature scientifique, dans les tests de laboratoire pour ce qu'on peut identifier comme étant de la résistance à l'insuline bien avant que le glucose soit dysfonctionnel. Donc là, c'est intéressant. Parce que un des problèmes du diabète, et ça, c'est très drôle, hein, parce que pour ceux qui sont amusés de chercher les journaux scientifiques, vous savez que les études en français, il n'y en a vraiment pas une tonne. Fait quand je suis tombé sur celle-là de l'Université de Paris, ça fait 10 ans que je l'ai, je la garde parce qu'elle est très éloquente. Regardez le titre. Rôle du glucagon dans la physiopathologie et le traitement du diabète. Donc, on ne parle pas de l'insuline, là. On parle de l'hormone contraire à l'insuline. Donc, l'antagoniste de l'insuline dans l'organisme, lui qui fait pas mal tous les effets inverses. Donc, le rôle du glucagon. Ce qu'on s'est rendu compte dans les résistances à l'insuline, c'est qu'il y avait une hyperglucagonémie aussi. Donc, il y avait une augmentation du taux de glucagon dans l'organisme. Mais vous allez dire, mais pourquoi? Pourquoi le corps augmente sa réserve de glucagon s'il y a déjà trop d'énergie? Bien, c'est là que la réponse de Julie vient encore plus pertinente. Parce qu'il y a de la friture sur la ligne. Parce que la communication ne se fait pas de la même chose qu'elle se fait chez une personne en très bonne santé. Il y a un défaut au niveau du fonctionnement. Il y a des signaux. Souvent, un des premiers organes à devenir dysfonctionnel, on parle du foie, là, au niveau de la résistance à l'insuline. Il y a des défauts au niveau du foie qui vont faire que le corps va se dérégler au niveau de sa production. Et l'hyperglucagonémie, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça va augmenter ce qu'on appelle la néoglucogénèse. On l'a vu tantôt que l'insuline est supposée être capable de régler ça. Puis la hausse de l'insuline, donc ce qu'on appelle l'hyperinsulinémie, est aussi une compensation pour bloquer ce mécanisme-là. Parce qu'une des actions de l'insuline, c'est d'arrêter la sécrétion de glucagon.
Parce que, justement, c'est deux hormones qu'on dit antagonistes. Fait que là, ça revient à notre prémisse d'origine. Donc, le problème, c'est l'insuline. Parce que là, c'est plus le problème. L'insuline, c'est une réponse solution du corps humain, finalement. Le corps essaye de vous empêcher de devenir malade, finalement. Et on va en parler aussi là, dans la présentation du 31 janvier. Donc, il y a deux termes super intéressants qu'on tend à mélanger quand on parle de résistance à l'insuline, et c'est la résistance à l'insuline en tant que telle, et ce qu'on appelle l'intolérance au glucose. Donc, ça, c'est le fun parce que, si vous vous rappelez, Feu Charles Poliquin, lui en parlait. Donc, là, environ une dizaine d'années, des deux concepts, des deux choses différentes. Bon, malheureusement, il vendait les mêmes produits pour les deux, là, mais au niveau de la définition, il y avait une différence quand Charles l'expliquait. Voici la différence, parce que c'était très intéressant de comprendre cette différence-là, surtout si vous tombez dans la littérature scientifique, surtout si vous commencez à vous intéresser à travailler avec des clients. Donc, moi, je suis naturopathe, je ne traite pas le diabète, je le répète, je ne suis pas un professionnel de la santé, je ne suis pas autorisé à traiter le diabète. Donc, si vous êtes un médecin ou un nutritionniste, vous pouvez traiter le diabète. C'est intéressant de faire la différence entre les deux conditions. Donc, la résistance à l'insuline, c'est une altération chronique du signal de l'insuline au niveau cellulaire. Donc, l'insuline ne fait pas son travail au niveau cellulaire, mais c'est de manière chronique. Donc, c'est un phénomène adaptatif. Donc, c'est associé à soit un excès énergétique, de l'inflammation de bas grade, du stress chronique, l'hypercortisolémie, l'accumulation du sucre adipoglycéral. Plusieurs raisons qui vont mener à cette résistance à l'insuline. Donc, il y a un problème au niveau de l'insuline. Bien entendu, la conséquence va être une hyperinsulinémie. Un stockage de réserves énergétiques va être priorisé. Donc, le corps va avoir tendance à stocker de l'énergie et à en dégrader. Mais ce qui est intéressant dans ces concepts-là, c'est que brûler du gras ne sera pas la priorité de l'organisme due aux situations, la bioénergétique et l'énergie mitochondriale qui est mise en place avec la résistance à l'insuline. L'intolérance au glucose est beaucoup plus intéressante parce que ça, souvent, puis moi, je le voyais dans mon domaine, qui est un mix de naturopathie et d'entraînement, parce que je vise le domaine de l'entraînement à la base. L'intolérance au glucose est une gestion transitoire inefficace du glucose. Donc, il ne faut pas penser que l'intolérance au glucose est de la résistance à l'insuline. C'est deux mécanismes différents. Oui, l'intolérance au glucose à long terme pourrait amener une résistance à l'insuline, et dans la résistance à l'insuline, il y a une intolérance au glucose. Mais si on parle de l'intolérance au glucose même, souvent on parle de phénomènes renversibles. Donc, c'est observé après une mauvaise nuit de sommeil, par exemple. Donc, une mauvaise nuit de sommeil va amener ce qu'on appelle une intolérance au glucose due à l'environnement hormonal précis de cette situation-là, l'environnement immunitaire aussi. En stress aigu, donc en stress aigu avec les hormones comme l'adrénaline en circulation, on est résistant au glucose. Pour ceux qui ont déjà testé les lecteurs de glucose en continu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont des expérimentateurs sur eux-mêmes, vous allez voir que si vous mettez à courir ou si vous mangez des glucides pas longtemps avant de courir, puis vous mettez à courir à un niveau intense, vous allez voir votre taux de glucose augmenter, et c'est pas rare d'augmenter de plusieurs points parce que là, le corps produit du glucose, l'utilise pas tout de suite, fait qu'on crée un état d'intolérance au glucose temporaire. On va le voir chez les personnes qui sont la diète cétogène ou diète très low carb. Donc, parce que le mécanisme au niveau d'utilisation énergétique devient moins efficace pour les glucoses parce qu'il n'y en a pas. Donc, disons qu'on mettrait une personne sur une diète cétogène pendant un mois et qu'après, on lui ferait un test de provocation au glucose, il y a des grosses chances que ça ne serait pas très idéal, le résultat. C'est pour ça même que dans la littérature scientifique, et si on regarde même la gang de chez Virtual Health, qui sont les spécialistes, ils disaient si vous avez un test de tolérance au glucose à faire sur la diète cétogène, assurez-vous de manger des glucides quelques jours avant pour réhabituer le mécanisme à fonctionner, sinon votre test va être complètement faussé parce que votre corps va répondre en délai à la réponse. Donc, souvent, ce qu'on va voir avec l'intolérance au glucose, ça va être une glycémie postprandiale qui est beaucoup plus élevée, mais il n'y a pas de pathologie en arrière de ça. Il n'y a pas de mécanisme d'enclenchement. Il y a des mécanismes temporaires enclenchés, mais on n'est pas dans la résistance à l'insuline. Donc, je pense que c'est intéressant de regarder les deux, de comprendre les deux, si on fait affaire avec une population qui est diabétique ou résistante à l'insuline. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'aime toujours ça quand les gens simplifient des choses et que tu peux sortir des graphiques pour leur montrer que c'est tout sauf simple. Donc, qui contrôle la glycémie
Donc, celui-là, c'est un des plus simples. Là, en fait, c'était postprandial suppression of glucagon. Encore là, on rentre dans le concept de l'insuline aussi, là. Si vous regardez juste les flèches de qui fait quoi dans le contrôle du glucagon, dans ce cas-là, ce qui a rapport avec la glycémie, on voit que c'est une partie, ce qu'on mange, une partie de l'intestin, une partie de l'estomac, une partie du foie, une partie du cerveau. Donc, on est loin de se dire, ben, écoute, arrête de manger des fraises, ça va t'aider. Non, c'est un peu plus compliqué que juste appliquer la diète. Donc, c'est vraiment une question de prendre une approche très intégrative. C'est là, ce graphique-là le montre parfaitement que l'approche doit être intégrative. Et on n'a même pas mis le muscle là-dedans, là, parce que là, on n'est pas dans la régulation de la glycémie en soi, là, le graphique pour avoir ça. Parce que si on regarde les hormones qui vont gérer la glycémie très, très ultimement, là, les hormones qui augmentent le glucose sanguin, donc le glucagon, on le connaît, le cortisol de son autre nom, glucocorticoïde, donc augmente le glucose sanguin, l'adrénaline et l'hormone de croissance. Donc, on parle de 4 hormones qui ont la capacité d'augmenter le glucose sanguin. Good. De l'autre côté, on a l'insuline, qui son rôle est de baisser la glycémie. L'amyline qui est un peu moins intéressante, mais qui commence à avoir certains médicaments d'associer avec les traitements pour l'insuline avec le diabète. C'est juste parce que j'aime ça les détails. Hein. Et les fameuses incrétines, donc le GIP et la GLP-1, donc la médication magique qu'on voit apparaître, qui ont un rôle, en fait, leur rôle dépend de l'insuline. Donc, c'est pas par eux-mêmes ne font pas cette action-là. Leur action passe par l'insuline pour travailler sur le glucose sanguin. Bien sûr, la GLP-1 passe aussi par le glucagon, là, mais on va en parler dans les prochaines slides parce que je pense que c'est important de vous expliquer les incrétines vu qu'ils sont tellement populaires en médication. Je pense que c'est bien de l'expliquer un tout petit peu à la population générale. Qu'est-ce que c'est, ces belles petites hormones-là? Donc, si tu peux me permettre, Mathieu, juste un petit 2 secondes, parce que ta slide précédente, là, elle m'a vraiment trigger. Qui contrôle la glycémie? Comme tu dis souvent, de plus en plus, hein, il y a des mesures de glycémie en continu. Là, les gens essaient ben, je comprends pas, là, je m'entraîne, puis là, d'un coup, ma glycémie augmente. Puis on l'a même vu, Pierre-Olivier a fait le test quand il était allé au spa, sa glycémie avait augmenté. Puis tout ça parce que de là l'importance du rôle du cortisol puis de l'adrénaline qui est tellement important puis que, encore une fois, c'est pas négatif. On a besoin de ça pour créer l'énergie. Fait que c'est pas. Encore une fois, c'est pas mal d'avoir une glycémie élevée. Tu sais, c'est là pour t'aider à répondre à un besoin, comme tu l'as dit, à la limite à un danger, un stress. Fait que tu sais, juste de mettre l'importance puis de les gens maintenant qui sont en cortisol complètement déréglé, chronique, comme tu l'as dit, c'est l'importance d'avoir l'approche intégrative, de faire comme un peu. Peut-être que ton cortisol, lui, il fait que tu es tout le temps en train d'avoir une glycémie plus élevée que tu devrais. Oui, puis ça, c'est un point qui est super intéressant. Tu sais, dans la présentation que je vais donner en fin janvier, le lien du cortisol est beaucoup plus amené de manière scientifique pour les concepts de maladies neurodégénératives et de tout l'impact de ce que ça a sur le problème du métabolisme énergétique quand c'est des hormones qui sont mal contrôlées. Puis on a la littérature pour ça. On est capable de sortir de la littérature qui montre qu'il faudrait apprendre à gérer le système nerveux. En fait, on appelle l'axe HPA, là, sa réponse pour être capable de gérer la résistance à l'insuline. Parce que sans adresser cette partie-là, tu auras beau les loader de Ozempic, ça ne réglera pas le problème. Merci. Mais bon. Oui, c'est super intéressant. Tu sais, moi, le cortisol, c'est un sujet que j'enseigne depuis 11 ans déjà. Là. Donc, c'est peut-être mon hormone préférée parce que c'est là que tu te rends compte que si tu ne gères pas l'axe HPA, tu ne gères rien. Les incrétines, là, le graphique est un peu vieux. C'est pour vous montrer, en fait, que les hormones qu'on appelle les incrétines, donc la GLP-1 et le GIP, donc les hormones qui sont utilisées pour le tirzapeptide, le Mounjaro, le Ozempic, donc la médication qu'on voit, c'est les actions qu'on peut leur donner. Donc, c'est les actions qu'on peut leur donner dans l'organisme. Donc, c'est loin d'agir juste sur la glycémie. Là. Donc, ça, sortez-vous ça de la tête là, que ce n'est pas le seul effet. En fait, pour le gastric emptying, vous l'aviez sûrement remarqué, parce qu'un des effets secondaires du sémaglutide, c'est la constipation. Donc ça, c'était assez évident avec ça.
Voyez-vous toutes mes millions de notifications Microsoft Teams? Non, good, parce que j'en reçois une aux 3 secondes. Mais good. Donc là, je vous explique un peu où sont placées les sécrétions de cellules L et cellules K. En fait, c'est très, très simple. C'est parce que tantôt, je vais vous l'expliquer pourquoi. C'est que cellules K, c'est les cellules qui vont sécréter de la GIP, donc sont placées au début de l'intestin. Et les cellules L augmentent en densité plus on avance dans l'intestin. Donc, très important de se souvenir de ce point-là, parce qu'on va le voir pourquoi dans la suite. Donc, ce qui est intéressant de se souvenir, c'est que tantôt, on a dit que les incrétines avaient un rôle sur l'insuline. Oui, parce que les incrétines, GLP-1 et GIP, sont responsables de 50 à 70 de la réponse insulinique après un repas. 50 à 70 de la réponse d'insuline est dictée par la relâche d'incrétine, principalement la GIP. Donc, parce que les GLP, son rôle majeur, c'est de bloquer le glucagon. Donc, on le voit ici, là. Ce qui est intéressant, c'est que la GIP répond très fortement aux farines, sucres ajoutés et les combinaisons de farine et gras. Donc, un croissant, un gâteau, là, la GIP, elle adore ça. Et un des rôles de la GIP, c'est d'augmenter l'afflux sanguin au tissu adipeux pour favoriser l'adipogénèse, donc créer du gras. Donc, après ça, on se dit, il faudrait peut-être slacker ses gâteaux. Oui, c'est pas juste les calories. C'est que le corps, il aime vraiment ça, storer des gâteaux. C'est pas mal dans sa fonction primaire. Et si on n'était pas fait comme ça, en fait, on mourrait. Donc, l'être humain a des mécanismes pour engraisser, ce qui lui permet de survivre à des famines. Donc, ce qui est très différent de d'autres animaux qui n'ont pas ce mécanisme-là et qui ne pourraient pas survivre à des famines. On s'entend qu'il y a certaines personnes aux États-Unis qui pourraient se faire survivre à 2 ans de famine, mais bon, on en reparlera. La GLP-1, elle, va répondre énormément à ce qu'on appelle les aliments durs à digérer. Donc, viande, fibres, végétaux entiers et les gras polyinsaturés, monoinsaturés ont tendance à avoir un petit effet sur la GLP-1. Il y a des études qui pensent que c'est peut-être aussi la teneur en composés phénoliques. Donc, l'huile d'olive étant particulièrement efficace, mais l'huile d'olive étant une des huiles qui contient le plus de polyphénol. Donc, est-ce que c'est les polyphénols? Ça se pourrait très bien. Éric Simard pourrait nous en parler encore une fois. Monsieur huile d'olive. Donc, ce qui est intéressant, parce que je me suis amusé ce matin, parce que je me suis dit, les gens vont aimer ça de la donnée. J'ai fourni des données à ChatGPT. Mon ChatGPT a tous mes cours en à peu près, je ne sais pas combien d'études en banque de données. Et j'y ai donné de la littérature de me sortir l'alimentation nord-américaine standard. Donc, il a été généreux, ses fibres quand même, mais il m'a donné un aperçu. Parce que ce que je voulais montrer, c'est la réponse à la GLP-1 avec une diète proposée, disons, par une personne comme moi ou PO. Je pense, je sais que j'ai vu plusieurs de mes élèves qui sont là, ou plusieurs de mes élèves qui sont là, qui ont appris le concept de l'avantage de la diète en une approche intégrative. Donc, la protéine est à 0,7 à 0,9 grammes par kilo par jour. On a 10 à 15 grammes de fibres, je repasserai pour 10 à 15 grammes de fibres, et une forte proportion de glucides raffinés. Donc, on s'entend que c'est pas mal ça la diète standard nord-américaine. Les protéines, il y en a pas tant que ça, puis il y en a qui viennent des saucisses hot dog. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de glucides raffinés avec des lipides mélangés dedans. Donc, ça ressemble à ça, la diète. Si on y va avec une diète qui est proposée, disons, par une approche un peu plus scientifique, 1,5 g de protéines par jour, 75 des aliments issus peu transformés. Donc, tout le monde va être d'accord avec 75 Je ne suis pas trop agressif avec mon. Je ne suis pas à 100 parce que moi aussi, une fois de temps en temps, j'aime ça manger des tranches de pain et quelque chose. Je le sais, j'ai mon statut Facebook. Et des fibres. Donc, apport énergétique, on y va qu'on est isocalorique. Là. On ne va pas mettre une diète 6000 calories. Ben, si tu regardes les études, puis il y en a plusieurs qui ont testé ça. Donc, Walker, en tout cas, il y en a une dizaine, je n'ai pas mis les points, j'ai pas mis la littérature dans la slide, je suis vraiment désolé. Ben, l'estimation conservatrice des études, c'est qu'on verrait une augmentation de la GLP-1 juste par la protéine de 0,7 à 1,5 de 25 15 avec les fibres, puis la qualité des glucides pourrait être de 5 à 10 Donc, juste pour la GLP-1, on parlerait d'une augmentation relative de 50 autour des repas. Si on y va avec la limite supérieure des études qui ont été faites, on pourrait parler de 85. Là, on s'entend là, que ça serait la diète avec du steak, un paquet de légumes fibreux,
des patates sucrées ou des légumineuses qui sont l'affaire la plus fibreuse et dure à digérer dans l'univers. Là, on pourrait peut-être pogner 85%. Et encore là, ce qui est problématique avec la littérature, c'est qu'on n'a pas testé s'il y avait un effet très additif, ou ça n'a pas été testé dans plusieurs études. Fait que l'échantillonnage est quand même petit. Mais on va y aller 85% d'augmentation de la GLP-1. Là, on va dire, waouh, c'est beaucoup, c'est phénoménal, on pourrait faire ça. Les médicaments vont le faire de 10 à 20 fois plus, et au lieu de le faire sur 3 heures, ils vont le faire à plusieurs jours. Donc, on est loin. On est vraiment loin. Quand les gens vont dire il y a un composé naturel qui est le nouveau, qui est le GLP-1, c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'on devrait faire ça au niveau de l'alimentation, parce que l'avantage de l'alimentation, c'est qu'il y a un remodelage au niveau du microbiote, au niveau de la réponse du système. On peut créer de la masse musculaire, on peut tout faire avec l'approche, qui est une approche qui est beaucoup plus évolutive que la médication. Donc, la médication a sa place, on s'entend, il y a beaucoup de gens qui en ont besoin actuellement, mais un ne remplace pas l'autre. Les deux devraient fonctionner soit ensemble, soit un avant l'autre, si c'était le cas. Parce que ce qui arrive là-dedans, c'est que la nutrition, elle va restaurer le signal, elle va restaurer l'état. Donc, l'approche intégrative va ramener l'état, va rééduquer le cerveau, peut permettre de faire de la masse musculaire, qui est un magnifique tampon pour le glucose, tandis que la pharmacologie, elle, ne fera rien. Elle va juste taper sur le mécanisme. Donc, autant GLP-1 que GIP, là, avec le Zepbound, là, qui est un dipeptide, mais beaucoup plus compliqué. Fait c'est intéressant de faire comprendre ça aux clients. C'est que la personne, sinon ça n'a jamais été fait, devrait déjà de base modifier l'alimentation, modifier l'hygiène de vie pour être capable, après, d'avoir une bonne réponse aux médicaments. Parce que les médicaments, ils vont fonctionner tout peu importe. Mais si la réponse, c'est que tu perds 42% de ta masse musculaire, je ne sais pas si le outcome après un an est si positif. Donc, on le sait ici. Là. Voici un exemple de tous les médicaments qui existent, qui ont rapport avec les incrétines, parce que c'est la nouvelle classe de médicaments. Vous allez encore en entendre parler pendant des années. Donc, tout aussi bien de se familiariser avec cette option-là. Donc, l'insuline, il faut comprendre que c'est un signal. Donc, c'est un signal. Si on regarde ici, là, justement, là, ça, c'est des études qui montrent de comment ça se comporte. C'est pas simple. Le graphique est très simple quand tu connais ça. À l'œil, rapidement, c'est pas simple parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte dans le concept de résistance à l'insuline. Donc, il faut arrêter de penser que c'est juste l'insuline qu'il faut gérer. Donc, c'est plusieurs facteurs. Donc, oui, il y a une partie génétique, oui, il y a une partie d'environnement, de faible activité physique, il y a une partie de ce qu'on mange, la grosseur des repas, le timing des repas. Donc, vraiment, c'est un tout, la résistance à l'insuline. T'sais, on le voit ici, là, ce graphique-là me fait. Je l'adore parce que justement, si on regarde qu'est-ce qui amène l'hyperinsulinémie, on se rend compte que finalement, il y a pas mal plus que juste excess food intake. T'sais, on est pas mal dans tout ça, amène ça, qui peut amener ça. Donc, si on écoute la plupart des gens, on va juste agir sur la nourriture. Ça se peut que tu échoues. Je te dis ça là, de pratique. Là, des fois, je travaille en concert avec des professionnels de la santé et je te garantis que si c'est juste la nutrition, il y a des chances que tu échoues. La résistance à l'insuline, ça vient avec l'hyperinsulinémie, ça vient avec une mauvaise gestion de ressources énergétiques internes et externes, puis ça vient avec des dysfonctions mitochondriales. Donc, si on ne comprend pas tous ces aspects-là, là, je n'ai même pas parlé du cerveau, hein, parce qu'on s'entend que l'aspect dans le cerveau du concept de résistance à l'insuline et de pourquoi l'être humain est résistant à l'insuline et obèse, là, on pourrait en parler encore un autre 2 heures. Facile. Parce que c'est le sujet qui est le plus récent dans ce domaine-là, mais qui amène, à mon avis, peut-être la clé, une des nouvelles clés intéressantes finales, tu sais, qui vont nous amener à peut-être faire le lien avec tout ce qui se passe entre la vie moderne et ce qui se passe avec la santé des gens au niveau de la résistance à l'insuline. Il faut aussi se souvenir, surtout pour les professionnels de la santé, qu'on travaille avec des humains, pas des résultats de laboratoire. Donc, l'insuline, c'est un signal. Les résultats de laboratoire vous aident à mieux voir comment ça progresse ou dégraisse, régresse, tout dépendant comment vous regardez ça. Mais encore là,
c'est à un humain que vous parlez. Donc, l'approche finale, c'est il faut apprendre comment adapter ça à l'humain devant vous. Et je vais quand même vous donner 4 petits trucs faciles, comment on aide avec ça. Premier point, avant, j'aurais mis l'alimentation en premier, et là, je vais mettre l'exercice en premier. Parce que je pense qu'on a tellement un fléau de sédentarité depuis la pandémie que moi, dans mes conseils à mes clients, c'est assurez-vous d'aller prendre une marche tous les jours ou de faire quelque chose, peu importe. Bougez, allez prendre une marche. Parce qu'il faut bouger. Il faut que la cellule soit forcée par un effort. Puis on s'entend, le niveau effort est très, très large. C'est très adapté. Ayez une alimentation qu'on appelle entière. Donc, idéalement, on va conseiller aux gens de manger une alimentation qui est le moins transformée possible. Et on s'entend, là, il y a une différence entre transformé et ultra transformé. Les aliments transformés peuvent avoir facilement leur place. Donc, du pain, des pâtes, ça a la place de l'alimentation. On peut le faire. Quand on rentre dans l'ultra transformé, donc des Pop-Tarts, par exemple, là, ce n'est pas une bonne idée, même s'ils sont sans gluten. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait manger. Les diètes qu'on a vues avec la résistance à l'insuline, et je vais en reparler dans ma présentation au mois de janvier, c'est méditerranéenne, nordique, paléolithique. Donc, ce sont les 3 alimentations les plus générales. Donc, on n'a pas de restrictions dans ces alimentations-là. Elles sont seulement dictées sur des aliments entiers, une bonne consommation d'acides gras dans l'alimentation et une grosse réduction du sucre dans l'alimentation. En gros, c'est ça. Et une hausse d'augmentation de protéines. Et l'effet avec la diète méditerranéenne est additif. Ça, ils l'ont testé. Il y a la littérature là-dessus qui a montré que si on prend la diète méditerranéenne, puis une diète méditerranéenne plus riche en protéines, on a un effet additif à la diète méditerranéenne, qui peut être quand même un peu faible en protéines, tout dépendant comment tu l'interprètes. Donc, 1,2 à 1,5 grammes par kilo, associé à une très bonne amélioration de la sensibilité à l'insuline. Et on ne parle pas de boire des shakes, on parle de manger des protéines. Et aussi, surtout, réduire la consommation d'énergie rapide. Donc, l'énergie rapide, donc souvent les mélanges farine-lipides, donc la diète nord-américaine, va avoir un gros load sur le système, va augmenter beaucoup de calories sans un effet de satiété. Et c'est beaucoup de calories tout d'un coup. Puis n'oubliez pas qu'à la base, c'est quand même l'intestin qui gère ce qu'on fait avec ces calories-là. Donc, à force de manger des aliments comme ça, bien, il peut y avoir des dysfonctions, il peut y avoir aussi des dysbioses, des adaptations de la flore microbienne qui vont devenir dysfonctionnelles aussi à ce niveau-là. Donc, c'est les 4 conseils les plus intéressants. Puis on n'en parle pas de supplément aujourd'hui là, parce qu'on ne rentre pas dans la thérapeutique. Fait que c'est vraiment comme ça, à mon avis, avec ces 4 conseils-là qu'on peut améliorer la résistance à l'insuline et de savoir que l'insuline n'est pas l'ennemi. Bravo, bravo, bravo! Merci beaucoup, Mathieu. Très intéressant. Tellement c'est ça, des petits détails, mais on s'entend en santé. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les détails. Parce qu'on souvent on oublie les bases, puis on tombe au haut de la pyramide, mais on se rend compte que ça fonctionne rarement. J'invite les gens qui veulent continuer à discuter, à rester parmi nous, à ouvrir vos micros. Je vais nous séparer dans des petites salles. Et pour ceux qui ne sont pas habitués, ben, ce que je vous invite à faire, c'est à tour de rôle au moins vous présenter, dire qui vous êtes, pourquoi vous êtes venu écouter ça ce midi et apprendre à connaître finalement des gens qui sont passionnés par la santé. Alors, plusieurs professionnels de la santé ou intervenants en santé parmi nous. Donc, de créer des connexions, c'est aussi le but de nos midis. Donc, sans plus tarder, attention, vous êtes prêts? Je vous sépare. On fait ça pendant 10 minutes. On va avoir 3 salles. Donc, puis je vous ramène tout de suite après. Ouais. Yeah! On est tous de retour, ceux qui restent. Donc, j'espère qu'on vous a coupé une discussion vraiment intéressante, parce que ça veut dire qu'il y avait une discussion vraiment intéressante. Ben, c'est moi qui parlais, fait que quand c'est moi qui parle, en général, c'est super intéressant. Merci encore une fois, Mathieu, d'avoir pris le temps de partager ton expertise et de prendre le temps de le faire encore plus au congrès. Comme j'ai mentionné, la rediffusion va être sur la communauté H360. On va vous envoyer un lien pour que vous puissiez vous joindre à ça et continuer la discussion. Donc, c'est à ça que ça sert à cet endroit-là aussi, continuer les discussions, continuer à poser des questions, à apporter le point de vue de tous et chacun pour qu'on puisse grandir dans notre pratique en même temps.
Donc, ça va être un courriel que vous allez recevoir là, d'ici la fin de la journée. On vous invite à participer. Puis bien sûr, ceux qui ne sont pas encore inscrits au Congrès de la santé intégrative, on espère vous voir, que ce soit pour une journée, pour 2 journées, pour les 3 journées. Au plaisir En de vous... rediffusion. En Euh, rediffusion, effectivement, voilà. en rediffusion. Tout est possible. On va même être en direct avec certaines salles. Donc, sur ce, merci beaucoup. Partagez la Merci à bonne tous. nouvelle. Bon Puis prenez congrès. soin de vous autres.